courage. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ce sont des femmes qui se battent ici et maintenant, avec beaucoup de courage, justement, contre tous les intégrismes, tous les fanatismes, tous les communautarismes, quels qu'ils soient et d'où qu'ils viennent. Eh bien, on accueille une mère courage. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Le face-à-face. Et voilà une très jolie manière de présenter l'invité d'André Berkoff. On accueille tout de suite Nadia Remadna, fondatrice de l'association La Brigade des mères. Alors, Nadia Remadna, bonjour. Bonjour. Alors pourquoi, d'abord, la Brigade des mères? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'on voit Brigade des mères, c'est quoi? Il n'y a que des mères et je précise mère M-E-R-E-S pour le cas où vous penserez que ce sont des élus. C'est pas ça. Pas du tout. Alors, pourquoi la Brigade des mères? Alors, moi, je suis travailleuse sociale. Ça fait des années que je travaille sur les quartiers, comme on appelle ZUP, ZEP et tout ça. J'ai travaillé un peu partout. J'ai travaillé à l'Éducation nationale, en préfecture, à la mairie de Tremblay. Je travaille partout. Et le problème, pourquoi j'ai créé la Brigade des mères? Parce que je me suis rendu compte que seules les mères pouvaient justement faire face à ce qui se passe dans nos quartiers actuellement. Parce que les politiques ont fermé les yeux, malheureusement, sur beaucoup de choses. Et que l'amour d'une mère pour protéger leurs enfants. Il y a qu'une mère qui peut... Voilà. C'est-à-dire que les mères sont là au quotidien. D'abord, elles élèvent leurs enfants. Elles sont au courant de ce qui se passe quotidiennement. Et vous avez l'impression, quand vous dites les politiques, à tout niveau, les politiques, il y a eu le déni, tout ça, ils sont occupés de rien. Alors, je vais vous expliquer. Quand je dis tous les politiques, alors effectivement, dans les banlieues, on a tendance à être tous de gauche, parce que vous savez, les bien-pensants. Voilà. Et à un moment donné, en 2014, il y a eu effectivement la droite qui a pris certains quartiers. L'UDI particulièrement. Et je me suis rendu compte... Où ça, vous dites particulièrement L'UDI, par exemple, à Blanc-Ménil, Drancy, Bobigny et autres. D'accord. Et je me suis rendu compte, effectivement, que c'était la même chose. C'était la même chose, c'était la même façon. Même politique, même démarche. Bien au contraire. Alors, nous avons eu bien au contraire, pour garder le pouvoir, ils n'ont fait que dire effectivement ce que disaient les gens de gauche. C'est-à-dire, ils disaient quoi? Disons le discours, c'est quoi le discours, je vais vous dire, c'est quoi? Alors, la France est raciste. Vous êtes des victimes de la société. Regardez ce qu'ont subi vos parents et vos grands-parents. Il n'y a pas de travail parce que tu t'appelles Mohamed ou Bachir, etc. Et j'en passe et j'en passe. Ce sont les élus qui disent ça. Les élus de la République, non seulement ils le disent, et ils donnent des tracts. Vous avez des tracts dans les boîtes aux lettres où, effectivement, le racisme, la discrimination, du matin au soir. Alors, pendant toute les élections électorales ou municipales, on a ce discours. Il n'y a aucun moment où on a un discours positif pour notre jeunesse. Et en faisant ça, effectivement, faire très attention parce que ce sont nous, les parents, qui sont face à nos enfants. Au quotidien. Et à la jeunesse. Ouais. Alors ce discours alimente, d'un autre côté, on a les intégristes islamiques qui sont rentrés dans ces mouvements, qui sont beaucoup dans France Insoumise, les socialistes et l'UDI. Il ne faut pas croire qu'ils sont que chez France Insoumise. Ils se sont politisés. Ouais. Et du coup, le problème, moi j'ai participé en 2014 au deuxième tour des municipales où j'ai vu des élus aller négocier carrément avec des intégristes islamiques. Négocier les voix, quoi. Négocier les voix. Et le problème est dangereux. Quand on commence à négocier, ça veut dire qu'il y a un danger. Quand on se met autour d'une table, avec entre guillemets, pour certains qui sont quand même ennemis de la France, en nous disant la France est raciste, on est victime, on ne nous aime pas. Et vous avez en face des élus de la République qui disent oui, effectivement, vous avez raison, on va vous défendre. L'islamophobie, et j'en passe. Et après, il ne faut pas oublier qu'ils sont élus, mais pour certains, ils travaillent dans les quartiers. Ils sont éducateurs, médiateurs, ils sont même pour certains délégués du préfet et tout ça. Quand ils sont dehors, c'est eux qui encadrent nos enfants. Et c'est ça qui est dangereux. Et ils ont toujours un discours, pas de construire ou d'amener les jeunes vers le haut, c'est toujours les emmener vers le bas en disant de toute façon, vous n'allez pas réussir, de toute façon, on ne nous aime pas. Et après... Vous ne pourrez pas arriver parce qu'ils sont racistes, exactement. Ils sont xénophobes. Voilà. Et ce qui est encore plus dangereux, c'est qu'on a des jeunes qui viennent vous dire, regarde, c'est pas moi qui le dis. C'est un tel, en leur donnant sa fonction. C'est le président de telle association. C'est le responsable du service jeunesse. C'est le médiateur. C'est le responsable de sport qui nous le dit. Regardez, eux-mêmes nous disent que de toute façon, on est discriminés. On nous aime pas. Que la France est raciste. C'est ça qui est plus dangereux. C'est quand on a des professionnels qui encadrent les enfants et qui sont aussi politisés. On a le droit de faire de la politique. Mais qui, justement, ont ce discours de haine envers la France, de haine envers la victime. On a enfermé les gens dans leur tradition, dans la victimisation, dans leur culture. On les a assignés à résidence, comme exactement. On les chosifie. Exactement, c'est ça. Ouais. Et le problème, ce sont nous. Moi, je suis maghrébine, je suis berbère, je suis de culture musulmane. Moi, j'ai pas envie de vivre comme si j'étais en Algérie.
Et encore, quand je dis l'Algérie, ça va. J'ai pas envie. Moi, je veux, effectivement, je suis française. Moi, la France, elle m'a tout donné. Elle m'a donné énormément de choses. Et moi, je pense que c'est dur pour tout le monde. Et c'est ça le problème. Et moi, j'en veux énormément à ces politiques qui, à cause d'eux, on a une jeunesse qui est malheureusement, qui n'a plus de repères, qui est déglinguée. Et encore pire que ça, aujourd'hui, on a des habitants entiers qui ont dans ce discours de victimisation. Ouais. Et ça n'avance pas, parce qu'en plus, là, c'est encore ça, c'est que le début, malheureusement. Vous dites qu'il y a des quartiers entiers aujourd'hui, quand vous dites des habitants, ça veut dire il y a vraiment des... Vous savez, quelqu'un a parlé des territoires perdus ou conquis par d'autres de la République. Vous qui êtes sur le terrain, en banlieue ailleurs, il y a vraiment des territoires... Vous savez, hier, Yacine Bellatar a dit, attention, Jean-Michel Blanquer, l'ancien conseiller... aux cités d'Emmanuel Macron, et il parlait Jean-Michel Blanquer à propos du voile, et il disait Jean-Michel Blanquer n'a pas intérêt à mettre les pieds dans le 93. Il ne faut pas oublier que cet individu a été nommé par M. Macron, et avant ça, il était chez M. Hollande. Justement, c'est des individus comme ça qui sont dangereux pour notre jeunesse. Quand vous avez, j'ai même pas envie de le nommer, des individus comme ça, qui n'arrêtent pas du matin au soir bourrer la tête de nos enfants, effectivement, il ne faut pas s'attendre que notre jeunesse, justement... va aujourd'hui aimer la France et autres, on ne peut pas. Et c'est pour ça que moi, je me dis aujourd'hui, vous savez ce qui nous arrive actuellement, malheureusement, ce n'est que le début. Pourquoi en quoi c'est que le début? Parce qu'on a certains quartiers, et je pèse pas mes mots, sont minés. On va dans des terrains minés. Soit on a un courage politique, on dit stop, ça suffit, là on prend les choses en main. Parce que pour l'avenir de notre jeunesse aussi, on ne peut pas laisser cette jeunesse déglinguer. N'oubliez pas qu'on a une partie de notre jeunesse qui sont partis en Syrie. On a l'autre partie qui sont en prison. C'est une minorité quand même. Oui, mais quand même. Non, mais même si on en a 30, c'est beaucoup pour des jeunes Français qui ont décidé de quitter leur père, leur mère, notre pays pour se retourner contre nous. Je pense que c'est important. Pour le moment, c'est une minorité. On a ceux qui sont en prison et on a des jeunes à préserver. Alors du coup, il faut penser à tout ça. Parce que quand on dit quelque chose comme cet individu que vous venez de nommer, là, il nous met encore plus en danger. Parce qu'il est écouté, il est entendu. Tous les jeunes l'écoutent. Et moi, je pense que là, on parle, il y a les municipales qui arrivent. Je peux vous dire que, voilà quoi. Mais alors, dites-moi des exemples. Enfin, si vous voulez. Qu'est-ce que c'est que ces politiques? Vous dites, ils cèdent tout, effectivement, pour gagner des voix. C'est du pur racolage électoraliste. Moi, je dirais que c'est pur que ça, parce qu'ils mettent la jeunesse et les habitants et la France en danger. C'est ça qui est le plus dangereux. C'est à la base qu'ils veulent être élus, à la base il faut faire de la politique, c'est pas ça. C'est qu'ils mettent tout le monde en danger par intérêt. Parce qu'eux ils sont pas concernés, leurs enfants ne sont pas concernés. Eux, leurs enfants sont à l'abri. Voilà. Le problème c'est qu'ils mettent... Comment leurs enfants sont à l'abri? Quand je dis leurs enfants sont à l'abri, ils vivent pas vraiment tous dans les quartiers, ils sont... Voilà. En fin de compte, en plus on a une majorité de certains politiques particulièrement de gauche, on a l'impression qu'ils sont en train de culpabiliser d'être, d'avoir fait des études ou d'être riches. Alors ils culpabilisent en disant, on va essayer d'être les bons humanistes, entre guillemets, on va les défendre, on va leur dire oui, vous avez raison, vous aimez pas, on va défendre des causes, les femmes voilées, et un tel et un tel. Mais en vrai, c'est pendant une heure qu'ils vont les défendre, mais au quotidien, c'est nous qui sommes sur le terrain, c'est pas eux. Et on sait très bien que la carte scolaire est contournée par beaucoup d'entre eux. Exactement. Alors moi, j'invite à ces gens-là. Moi, j'ai énormément de dossiers de femmes victimes de violences conjugales, des jeunes qui vont passer au tribunal qui n'ont pas d'avocat, des jeunes qui n'ont pas de l'école. Moi, j'invite à tous ces politiques qui viennent soi-disant défendeurs de veuves, de l'orphelin, des femmes voilées, de tout ce qu'on veut. Je les invite à venir justement travailler sur la réalité et la demande de ces habitants. Ces habitants, qu'est-ce qu'ils veulent avant tout? Quel que soit leur statut social, quel que soit leur genre, ils veulent que leurs enfants réussissent. Mais on ne peut pas construire une jeunesse en disant que la France est raciste, que nous sommes victimes, qu'on ne nous aime pas, que la France est islamophobe. Ce n'est plus possible. Et il faut que le gouvernement arrête, parce qu'on ne peut plus. C'est plus possible, là. Mais ce qui est étonnant quand même, vous entendre Nadia Remadna, ces gens-là ne sont pas des imbéciles. Ils devraient voir un peu plus loin si c'est ça que le bout de leur nez. Ils savent très bien ce qui pend au nez et même à eux à un moment donné à échéance. Vous croyez que eux se sentent protégés en disant de toute façon, non, je pense ils mettent la tête dans le sable ou quoi? Je pense qu'ils ont l'impression qu'ils gèrent la situation. Ah, ils ont l'impression de contrôler la situation. Mais ils savent pas qu'en face, ils sont beaucoup, beaucoup plus intelligents. Ils sont beaucoup plus en avance. Déjà, regardez la situation. Alors moi, je prends toujours l'exemple de la Belgique. Oui. Regardez certains quartiers. Moi, je connais par cœur les quartiers. Quand vous vous baladez dans un quartier et vous voyez des fillettes
de 2 ans, 3 ans, voilées. Quand on commence à cacher les femmes, je dis bien cacher, après choix ou pas choix, moi j'ai pas envie de rentrer dans cette polémique, c'est autre chose. D'accord. Quand on voit qu'effectivement, certaines institutions d'État sont fermées le vendredi, parce que certains responsables sont à la mosquée. Des institutions, comme par exemple, Par exemple, le service de la mairie, le service jeunesse, service CCS, le pôle emploi, oui, dans certaines villes, effectivement. Et comment on justifie ? On justifie en disant, ah ben non, ils ont pris le RTT, ou alors que moi je travaillais dans une ville dans le 93, et je recevais le public le vendredi après-midi, pour les demandeurs de RSA et tout ça. Ma responsable est venue me voir, elle me dit, ça serait bien que tu reçois ton public le lundi après-midi. Je lui dis, pourquoi me dit oui, parce que le vendredi après-midi, apparemment, tout le monde est à la mosquée, ça les embête. Ça, c'est l'institution. Je vais vous donner un autre exemple. C'est une responsable qui est venue vous dire ça. Oui, une responsable. D'accord. Je vais vous donner un autre exemple. J'avais organisé une fête de quartier. J'ai organisé une fête du quartier avec les habitants, les jeunes, tout ça. Un autre responsable vient me voir, à Tremblay, et me dit, ah oui, mais tu dois changer ton affiche. On peut pas faire la fête de quartier ce jour-là, parce que c'est le ramadan. Je lui dis, pardon ? Il me dit, alors tout est comme ça. Il n'y a pas longtemps, il y avait la fête des voisins le 8 juin. Ouais. Je veux voir une gardienne qui travaille dans... Le 8 juin dernier, là. Oui, je vais voir une gardienne que je connais. Je lui dis, c'est quand la fête des voisins dans votre immeuble et tout ça ? Elle me dit, non, on ne peut pas faire le 8 juin, c'est reporté parce que c'est le ramadan. Alors, quand vous avez des professionnels, ça, j'ai donné quelques exemples, mais j'en aurais des milliers à donner. Quand vous avez des institutions, des responsables qui répondent comme ça à la population, la population, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle ne dit rien, après tout. J'ai encore un autre exemple, dans une école de maternelle, où il y avait effectivement la fête de l'école. Toujours dans le 93 ? Toujours, oui. Une école maternelle, où il y avait une fête pour les enfants comme ça, que fin d'année. Où une maman vient dire, oui, mais là, vous vous rendez compte, nous, on fait le ramadan, on ne pourra pas préparer la fête de l'école. Ou la directrice d'école fait un mot d'excuse aux parents, en disant, je m'excuse, je n'ai pas fait attention. Et reporter la fête. Et tout est comme ça, c'est ça le problème. C'est ça qui est grave. Après, les gens ont le droit de pratiquer, les musulmans ont toujours vécu. Mais le problème, c'est qu'il faut arrêter avec les petits commandements comme ça. Oui, on ne dit rien, c'est pas grave. Moi-même, j'ai travaillé dans un collège et il y avait la remise des livrets. On fait ça un samedi. Alors, il y a des jeunes filles, moi je suis à l'accueil, j'accueille avec un collègue les familles qui viennent, et il y avait 2 jeunes filles qui d'habitude, quand elles rentrent au collège, elles retirent leur foulard. Et ce jour-là, je dis aux jeunes filles, je les connais, je les tutoie, je dis retirez votre foulard les filles. Et le principal du collège, qui est mon responsable, qui vient derrière moi, et qui me dit, Nadia, laisse-les, c'est pas grave, c'est que pour la remise des livrets. Ah oui. Donc, à chaque fois, à tous les niveaux, c'est les responsables d'institutions qui disent « Ah non, pas de vague, pas de problème, laissez faire, et le problème, c'est que moi, je suis d'origine maghrébine, je suis de culture musulmane. Qu'est-ce les parents me disent ? Mais tu te rends compte, même lui qui n'est pas musulman, il nous laisse. C'est toi, en fin de compte, le problème. Ah oui. Même le principal... Ça se retourne contre nous. Ouais. Et du coup, à un moment donné, on se retrouve... on est attaqué, on est insulté. On avait un local, on nous a tout fait pour nous faire partir du local. Et à chaque fois, on nous dit, mais oui, mais vous voulez provoquer. En quoi que ça vous dérange que la fête de quartier soit reportée ? En quoi ça vous dérange ? Tout est comme ça. Ça nous dérange. Aujourd'hui, malheureusement, on a eu raison. Et ça, c'est que le début. Je peux vous dire, c'est que le début. Nadia Remadna, vous avez beaucoup de mères qui vous ont rejoint, qui sont avec vous, qui se battent. Alors nous, effectivement... Parce que ça ne doit pas être facile. Alors, je vais vous dire la vérité. Au début, j'avais énormément de mères de Sevran, parce que j'ai créé cette association en 2014. À Sevran, oui. Ouais. Et après, dès qu'il a commencé la médiatisation, ils ont lu mon livre, elles sont toutes parties. Ça fait une pression. Et après, nous ont rejoint d'autres mères et des pères. On a des pères, on a des frères, on a des célibataires. Nous ont rejoint d'ailleurs. Mais je peux vous dire, dans le 93, peut-être, il y a, on va dire, 20 mamans. Mais toutes, mais elles me parlent en privé. Mais elles refusent de se montrer avec moi, en public. Et il y a une peur, mais effectivement... elles ont peur, et en plus, c'est à cause des politiques que ces mamans, ces mères ont refusé de rester avec nous, parce qu'il y avait une pression des grands frères, des politiques, qui sont les grands frères. Ah non, les grands frères sont aussi élus, faut pas croire, ils sont élus. Et ils sont dans les conseils municipaux, etc. Partout. Ils sont même, je peux vous dire, ils sont dans l'aéroport, ils sont à la RATP, ils sont à l'éducation nationale, ils sont partout. Et en plus, ils ont une intelligence. Ils ne vont pas vous agresser tout de suite, ils savent parler, ils sont dans l'humanisme, ils sont très à l'écoute. Mais parce que eux, leur but, pour le moment, parce que c'est à la longue, c'est pas maintenant tout de suite. Ils ont le temps. Regardez ce qu'ils ont fait dans certains quartiers. Ils ont réussi. Et le problème, c'est que toutes les personnes,
a pas que moi qui dénonce. C'est nous qui sommes menacés. Moi, j'ai perdu mon travail, j'ai dû déménager. Pourtant, je fais rien de mal. Je suis travailleuse sociale. Et moi, je veux que protéger cette jeunesse. Est-ce que c'est normal aujourd'hui en France que les gens qui parlent de laïcité, de valeurs de la République et protègent la jeunesse se fassent menacer et des gens qui sont là du matin au soir en train d'alimenter la haine de la France et qu'on est victime, eux, on les écoute. Nadia Remadna, restez avec nous. On va recevoir les auditeurs. Ils vont poser des questions. Beaucoup. Et je rappelle d'ailleurs que vous êtes la fondatrice de la Brigade des maires. Vous nous appelez dès à présent, chers amis qui écoutez Berkov dans tous ses états. 0826 300 300. Tiens, vous habitez peut-être dans un de ces quartiers dont parle Nadia Remadna. Pourquoi pas? Venez nous parler aussi justement de ce que vous pouvez constater dans votre vie tous les jours. Par exemple, de la montée du communautarisme ou des atteintes à la laïcité. André Berkov reste dans tous ses états. Puis il revient dans quelques instants sur Sud Radio. On se trouve Hervé. Bonjour à vous, Hervé. Oui, bonjour. Oui, bonjour, Hervé. Oui, voilà. Bon, écoutez, je sais tout ce qu'a dit Nadia. Je suis assez atterré parce qu'en fait, le processus est enclenché, à savoir que tout est fait, notamment avec le terme d'islamophobie et ce dont elle a parlé, c'est-à-dire de culpabiliser les Français qui seraient, je dis le conditionnel, qui seraient racistes. Bien évidemment, le but, si vous voulez, c'est d'interdire toute critique de l'islam. Moi, je parle pas des musulmans, là, je parle de l'islam, c'est-à-dire un corps de doctrine, si vous voulez, avec des textes. Et tant que les élites n'auront pas fait ce travail de critiquer les textes, enfin en tout cas certains textes de l'islam, évidemment on se sentira très mal parce que ce que comprennent pas les élites médiatiques et politiques, c'est que l'islam n'est pas une religion comme les autres, parce que en fait les élites, si vous voulez, ils plaquent leur conception qu'ils ont de la religion chrétienne, puisqu'ils sont d'origine chrétienne, sur l'islam. Mais c'est pas ça du tout la religion islamique. La religion islamique, elle ne fait pas de séparation entre la sphère politique et la sphère religieuse. Ça c'est depuis le départ. C'est-à-dire que la religion islamique, elle a créé un État qui confondait le religieux et le politique. Il n'y a pas de séparation entre le privé et le public. C'est pour ça qu'il y a un malaise sur le problème du voile. Oui, bien évidemment. Donc moi, je vais vous raconter une histoire que c'est un problème de mentalité. Allez-y, Hervé. Je suis donc enseignant historien et il y a plus d'une dizaine d'années, donc je faisais un cours à des élèves de seconde dans un lycée à Poissy et je faisais un cours sur le monde paysan au XVIIIe siècle. Oui. Et je racontais que les paysans d'époque, si vous voulez, accrochaient les bébés, les tout petits bébés, sur le mur assez haut pour que les cochons qui se baladaient dans la ferme, si vous voulez, ne mangent pas un doigt ou un morceau de pied d'un bébé. Et donc j'entends devant moi des élèves qui disent, tu vois, ils se mangent entre eux. Alors bien évidemment, j'ai arrêté le cours pour discuter de tout ça. Mais si vous voulez, voilà, tout ça, si vous voulez, c'est un problème de mentalité. Parce que si vous voulez, dans l'islam, il n'y a pas de notion d'individu, il n'y a pas de notion d'histoire, etc. Et donc évidemment, si vous voulez, on est un peu dans un clash entre deux conceptions du monde. On a appelé ça le choc des civilisations, hein. Vous savez, n'importe comment, je veux dire que je ne fais que le constater. Le problème, si vous voulez, c'est qu'on a du mal à faire passer ces idées-là, parce que quand on critique le christianisme, comme l'ont fait les intellectuels du XVIIIe siècle, les philosophes, ça on a le droit. Mais si on critique l'islam, on est catégorisé comme étant d'extrême droite. Et c'est là, si vous voulez, qu'ils sont très malins. C'est la raison pour laquelle vous avez une partie de l'extrême gauche, si vous voulez, qui soutient les islamistes, et les islamistes qui soutiennent l'extrême gauche, parce que, évidemment, ils interdisent le débat. Ils interdisent le questionnement. Et c'est ça qui est grave. Et donc, ils sont tout le contraire de ce qu'a été la civilisation française et européenne, c'est-à-dire le droit de critiquer n'importe quel texte. Oui, Hervé, attendez, je voudrais que Nadia Remadna vous réponde et commente. J'ajouterais quand même, et pas pour apporter une note de petit, mais vous savez, il y a beaucoup de musulmans qui critiquent. Et il y a une critique aussi de l'islam, comme il y a les critiques du judaïsme ou de la chrétienté, et dans le monde arabe, ça existe évidemment, ce n'est pas massif, mais ça existe très fortement, il y a des textes tout à fait remarquables d'un certain nombre d'intellectuels. En tout cas, Nadia, qu'est-ce que vous en pensez de ce qu'a dit Hervé ? Ce qu'a dit Hervé, ce que j'en pense, moi je suis pas dans un débat islam ou pas islam, parce que bon, je pense qu'il y a d'autres personnes plus compétentes que moi pour en parler. Moi je parle de la culture et de ce qu'on se transmet à la jeunesse dans les quartiers. C'est ça qui m'inquiète le plus. Après, je pense que les musulmans ont toujours vécu en France. C'est pas quelque chose qui vient de tomber du ciel, là, il y a 30 ans. Et moi, ce qui me fait peur, c'est effectivement faire attention c'est pas les musulmans contre des musulmans. Non, c'est bien pas sûr. Ça. On ne dit pas les musulmans, on dit des. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, on a le droit de tout critiquer.
on est en France, on est dans un pays démocrate. C'est ce qui fait la différence entre d'autres pays, justement, qu'on n'a pas le droit même pas de parler ou de négocier. Et si, justement, en France, on se prive de dire des choses par peur, justement, d'être attaqué, menacé, on le voit quand certaines personnes parlent de l'islam ou autre, même pas parler de l'islam, juste que le fait de parler des quartiers. Oui. On se fait menacer. Et puis on se fait traiter, là où Hervé a raison, c'est vrai, vous devenez tout de suite extrême droite, réactionnaire. Non seulement extrême droite, et puis en plus, ils font pas la différence. Pour eux, de toute façon, on est tous d'extrême droite. Alors, nous, à la Brigade des Mères, on a été traités de fachos, de vendus, on a eu le droit à tout. Mais ce qui est pire, non seulement parce que ces gens-là de qui on parle, nous, ce sont des gens proches de nous. Ce sont nos familles, nos voisins, nos amis. Alors, c'est ça que les politiques n'arrivent pas à comprendre, qui nous mettent en danger, en conflit. Parce que c'est pas... Ils nous divisent, en fait. Ils nous divisent, et c'est plus un problème entre... Si j'ai un problème, un conflit avec ma voisine, je peux lui parler parce qu'on se connaît. Si j'ai un problème avec un membre de ma famille qui me comprend, je peux. Mais quand vous avez l'extérieur, qui n'est ni de votre famille, ni rien, qui représente l'institution d'État, qui justement se met contre vous et appelle d'autres personnes pour vous attaquer, tout ça, c'est là que c'est dangereux. En fait, ils mettent de l'huile sur le feu. Ils mettent de l'huile sur le feu, ils rassemblent énormément de monde pour nous attaquer, nous, dans les quartiers et ailleurs, et ils arrivent à nous attaquer parce qu'automatiquement, c'est eux qui gagnent. C'est eux qui prennent le quartier, c'est eux qui prennent le poste. Moi, je le répète, c'est pas pour parler de moi personnellement, j'ai perdu mon travail et j'ai dû déménager. Pourtant, je suis travailleuse sociale, je suis diplômée, j'ai travaillé toute ma vie dans les quartiers. Et c'est ça qui me sauve, entre guillemets, parce que les gens me connaissent aussi en tant que travailleuse sociale. Et j'en veux à cette politique qui, aujourd'hui, nous a mises tout en danger. On va en reparler. Merci à vous, en tout cas, Hervé, de nous avoir appelé au 0826 300 300. Tout de suite, on retrouve Paul-Henri qui veut prendre la parole sur Sud Radio. Bonjour Paul-Henri. Oui, bonjour Monsieur Berkoff. Je voudrais parler de condescendance à l'égard donc de certains artistes nantis par rapport au peuple. Ouais. Alors, plutôt que de condescendance, j'aimerais m'offusquer de cette suffisance exprimée par certains artistes nantis qui, s'ils sont écoutés et applaudis, le doivent à leur public, prêt à se sacrifier et à sacrifier pas loin de 60 € pour assister à un concert et subir leur morgue. Puisque plutôt que de condescendance, je préférerais parler de morgue. Et donc, j'appelle la réponse, ma réponse, c'est le boycott des spectacles de chanteurs censés... Oui, censés effectivement représenter leurs spectateurs ou leurs auditeurs et qui en fait les enfoncent en disant vous n'êtes que... Ils disent pas ça comme ça, mais enfin écoutez, vivez autrement et ils s'en fichent de leur sort, ça c'est vrai. C'est vrai. Et quand on a un public, quand on est artiste, Monsieur Berkoff, on doit respecter son public. Ça me paraît la moindre des choses, effectivement, Paul-Henri. Voilà. Merci, on est bien d'accord. Et le message sera transmis par Sud Radio à Florent Pagny, d'ailleurs, à qui vous faisiez allusion. Merci à vous, Paul-Henri. 0826 300 300. Tout de suite, on trouve Fabrice. Bonjour à vous, Fabrice. Oui, bonjour Fabrice. Alors, Oui, bonjour. Oui, on vous écoute. Oui, bonjour Monsieur Berkoff. Je voulais rebondir sur deux sujets rapidement. Hier, vous aviez Monsieur Dimitri Castelli, historien. Oui. Donc j'ai écouté, j'ai appelé, mais j'ai pas eu le temps de parler. C'était presque fini. Oui. C'est un monsieur qui est passionné d'histoire, qui a la métier. Oui. C'est très bien. Et il disait, si j'ai bien compris, que l'histoire de France est en train de se perdre et qu'il fallait l'éduquer dans les manuels. C'est une réalité, mais aujourd'hui, ces gens-là, ils ont oublié un facteur qui est Internet. Aujourd'hui, vous avez des enfants qui ont 12-13 ans, qui ont Internet dans la poche, ils ont le monde dans la poche. Oui. Ils ont un tas d'applications, ils ont des millions d'amis virtuels. Ils parlent avec personne, on leur apprend plus rien. Oui. J'ai parlé, comme je disais à votre collègue, j'ai discuté avec des enfants qui ont une quinzaine d'années. Ils ne savent pas qui est le président de la République en France. Comment voulez-vous qu'ils savent qui était Louis XIV ? Oui.
Oui, mais non, mais vous avez raison. En fait, Fabrice, le problème, il est Internet, mais il est surtout, s'ils allaient à l'école et qu'on continuait, c'est ce que disait Dimitri Casali hier, on continuait à leur enseigner véritablement l'histoire de France telle qu'elle est et telle qu'on l'a apprise, eh bien, même s'ils ont Internet, ils auraient au moins des bases. Alors, malheureusement, ce sont ces bases qui disparaissent. Bien sûr, on en revient toujours au point de départ, c'est l'éducation. On est bien d'accord. L'éducation, ça devient très difficile. Pas qu'en France, j'ai fait beaucoup de pays, je suis dans le social, pas qu'en France, ailleurs. Aujourd'hui, les parents pensent à remplir le frigo pour les enfants, et les enfants n'ont plus une éducation, celle qu'ils devraient avoir, et ils ne l'ont plus. Donc je fais le point rapidement, et puis je fais un crochet rapidement avec le sujet qui est en vogue, vous l'aurez remarqué, sur le voile. J'ai envie de dire à tout le monde, arrêtez aux médias, aux politiques, je pense qu'on a un peu mieux à faire. En 2003, on a eu la réforme sur les retraites, on a eu un grand débat sur le voile. En 2011, on a eu la réforme sur les retraites, on a encore eu le voile. En 2013, on a eu la réforme sur les retraites, on a encore eu le voile. En 2016, on a eu la loi travail, on a eu un débat sur le voile. Et aujourd'hui, en 2019, la loi... On va l'arrêter. On a encore le voile. Ouais. Merci Fabrice. Fabrice, je suis obligé de vous interrompre. Les gens vivent en paix et occupez-vous des Français, de ceux qui n'arrivent pas à finir la fin du mois, et du social, du médical. Aider les gens plutôt que les diviser et se taper entre eux. Donc, d'accord, Fabrice. On est d'accord, mais... On sera des bons élèves. Oui, Nadia et Madna, mais est-ce qu'au fond, ce que dit Fabrice, on comprend, il dit occupez-vous du social et du travail. C'est normal. Sauf que le reste aussi existe. On ne peut pas séparer, à mon sens, les problèmes d'identité, de civilisation, de culture, de religion. Malheureusement, on aimerait bien ne s'occuper que du social et économique, mais c'est plus compliqué que ça. Qu'est-ce que vous feriez, Nadia Remadna, on arrive en fin d'émission, votre témoignage est passionnant. Qu'est-ce que vous feriez, franchement, vous seriez aujourd'hui, je dirais bien ministre de l'Intérieur, mais vous seriez, mais disons, oui. Quel serait vraiment, aujourd'hui, avec l'État que vous connaissez, où on est aujourd'hui, qu'est-ce qui serait le plus important à faire ? Je pense que ce qui serait important, déjà, de sanctionner tous les maires, les élus, M-A-I-R-E, sanctionner tous les maires qui ne respectent pas les valeurs de la République et la laïcité, déjà. Je pense qu'il faudrait d'abord sévèrement sanctionner les maires. Et après, je pense qu'il faudrait justement tous les élus au logement, élus au social, tous les élus aussi, je pense qu'ils doivent effectivement signer une charte. Je veux bien dire signer une charte, justement, du respect de la loi de notre pays et tous les tracts qui a écrit, par exemple, discrimination, qui appelle à la haine, devraient être interdits. Et sanctionner. Déjà, il faudrait d'abord qu'on commence avant de sanctionner les jeunes, pour quand ils commencent déjà, vous savez, le maire, c'est le premier magistrat de la ville. Le maire, quand on est maire d'une ville, on est maire de tous les citoyens. On n'est pas maire d'une communauté, d'une minorité. Et si aujourd'hui, c'est comme un chef de famille, les parents sont en principe le modèle des enfants. Tant qu'on laissera les maires faire n'importe quoi, les élus de la République, ne pas respecter les valeurs de la République, faire tout et n'importe quoi pour garder le pouvoir, on n'arrivera pas. Merci Nadia Remadna. Je crois que vous reviendrez. Je crois que effectivement, la bataille ne fait que commencer et en tout cas, elle va continuer. Merci Nadia Remadna. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de la Brigade des maires. André Berkoff revient demain à midi dans tous ses états. Mais on poursuit notre journée aujourd'hui sur Sud Radio. Et après Berkoff en colère, Paris en colère, Mireille Mathieu est l'invité de Jacques Pessis dans Les Clés d'une vie.